Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lido Café. Donc nous sommes en direct du studio avec Absamad à la régie. Aujourd'hui je serais même tenté de parler en sicilien parce que mon invité, il est comme moi, hein, il est 100% marocain d'origine sicilienne. Il s'appelle Gilbert Guzzo. Bonjour Lino, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous tous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on se sent bien dans ce studio. La dernière fois que je suis passé, c'était avant le WTCC. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Voilà. Alors, la Sicile, quand même, nous a marqué, continue de nous marquer, non on est marocain, bien sûr, on est né au Maroc. On a eu le bonheur de naître dans cette terre magnifique. Que nos pères disaient, l'Amérique est là. Oui. C'est ça l'Amérique. Bah oui, pour beaucoup de Siciliens qui sont partis de Sicile, ils avaient certainement le choix. Beaucoup sont partis en Tunisie, en Algérie, mais beaucoup au Maroc. Ceux qui avaient un peu de fric sont partis aux États-Unis, en Argentine, ceux qui avaient au de Brésil, ou en Australie. Ouais, c'était la solution aussi. Bon, c'est vrai que le Maroc, à l'époque où nos parents sont arrivés ici, c'était un petit peu la Sicile, ça changeait pas grand-chose à leur terre. Donc je pense que beaucoup de Siciliens sont en terre méditerranéenne. Oui. Donc c'est vrai, même disons géographiquement, même bon à l'époque il y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Il y avait la présence de l'âne et l'âne en Sicile. En Sicile, on appelle Ucecco. Oui. Ucecco. Ben, quand on voit un petit peu, bon, et ce Cecco pour les Siciliens, c'est quand même quelque chose. Qui avait un âne chez lui, était riche. C'était celui qui avait une calèche à l'époque. Ouais. Une calèche. Alors une calèche, c'était avec un cheval, c'était. Mon grand-père était maréchal ferrant à Castelvetrano et maréchal ferrant, c'est naturellement le garagiste d'aujourd'hui, puisque à l'époque il n'y avait que des chevaux et des calèches. Et quand je vous dis qu'on a des points communs, ma grand-mère aussi est née à Castelvetrano. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Et bon, le grand-père était de Salemi, donc province de Trapani. Et oui, là c'était la province de Palerme. Et on a un autre Sicilien en commun qui est du même village, c'est notre ami Bellissimo. Ah oui, Stéphane, bien sûr. Eh oui, il est de Castelvetrano lui aussi. Castelvetrano aussi. Oui, ben. C'est quand même. Il y a quelqu'un d'autre aussi, m'a-t-on dit, à Rabat, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais un autre Sicilien. Donc il reste des Siciliens de Castelvetrano, il reste des Siciliens. En fait, c'était, il était contraint à l'exil, à s'expatrier. Soit politiquement, soit tout simplement économiquement. Il est obligé. Voilà, donc mon grand-père, s'il est allé en Tunisie, c'est pour ça. Hein. Bon, mon père est arrivé ici à Casablanca, au Maroc, parce que bon, il avait son cousin qui était entrepreneur ici, qui s'appelait Guzzo Gaspar. Et donc mon grand-père a dit à mon père, écoute, on a de la famille à Casablanca, il vaut mieux, et c'est toujours comme ça, hein, l'exil, c'est toujours se rapprocher d'un membre de la famille pour être accueilli, pour être aidé. Donc il est arrivé ici à Casablanca, voilà, en 1933-34 avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Ouais. Alors, la Sicile, c'est quoi? C'est les spaghettis aux boulettes le dimanche, par exemple? Oui, et la Sicile, pour beaucoup... C'est comme le couscous pour les Marocains. Exactement. Le dimanche, ça... Et c'est une tradition, en plus. On n'y coupe pas, là. Et pour beaucoup de gens ont découvert la Sicile, malheureusement, à travers le film, pour beaucoup, hein, la série, Le Parrain. Le Parrain. Voilà, Le Parrain. Et pour certains, il y avait de l'admiration, du respect, en fonction du téléspectateur, comment il a vécu ce film. Ouais. Mais c'est vrai que, bon... c'est une drôle de terre. Oui. C'est une terre qui se prend aux tripes, hein, donc ça c'est... Eh oui, mais l'Italie du Nord n'est pas tellement fière de l'Italie du Sud, en disant qu'ils travaillaient pour eux. Oui, mais et d'un autre côté, les Siciliens sont fiers. Oui, mais si on va aux origines, il ne faut pas oublier quand même que la Sicile, le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire Sicile, Calabre, Sardaigne, et tout ça, Naples, la Campagne, tout ça, c'était le grenier de l'Italie, c'était les endroits les plus riches d'Italie. Hein. C'était le Nord qui souffrait à l'époque. C'était une passoire puisqu'il y avait un coup les Autrichiens, un coup les Français, donc.
Ouais, malheureusement, ça nous vaut aujourd'hui pour beaucoup, malheureusement. Quand on parle sicilien, on associe sicilien à mafia. Ah, tout de suite. On te dit, la mafia, voilà, ouais, tout de suite. C'est Ou pas le vrai, parrain, voilà, tout de voilà, suite, la première chose qu'on te dit. justement, en référence au film. Ouais. Bon, Alors, c'est une drôle de civilisation. oui, c'est une drôle de civilisation. De toute façon, il y a un profond respect. Bon, les Siciliens aussi sont fiers, hein, comme nous ici au Maroc. Hein. Un Sicilien vous dire je suis Sicilien et pas Italien. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça, Et puis le Sicilien a pris, justement, quand on dit qu'on a beaucoup de choses en commun avec les Arabes, on a pris beaucoup, évidemment, de la présence arabe en Sicile, mais de la présence normande, de la présence grecque, tout ça. Donc c'est vraiment un mélange extraordinaire. Et parfois un beau mélange. Hein. Oui. Alors, ton enfance, ta scolarité, ta première école primaire, c'est quoi la première école? Alors, première école primaire, c'était Eugène Delacroix. Pour ceux qui n'arrivent pas à situer cette école, c'est derrière le lycée Lyoté. Je ne sais plus comment s'appelle cette école. C'était une école primaire. J'habitais Bourgogne avec mon père, qui était maître bottier à Bourgogne. Elle est sur le boulevard Zertoni, celle-là. Oui, elle est. Elle est sur le boulevard Zertoni. On est. Non, c'est derrière le lycée Lyoté. Ah, c'est pas celle qui est... parce qu'il y avait une école aussi qui était sur le boulevard Zertoni. Non, derrière le lycée Lyoté, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant cette école, mais c'est tout à fait derrière le lycée Lyoté, c'était Eugène Delacroix. J'ai fait mes études, arrivé au certificat d'études, comme j'étais... Alors, ta première institutrice, une institutrice, ça, oui. Généralement, on avait tous les institutrices. Oui. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, elle s'appelait Madame Vialat. Elle me tirait souvent les oreilles parce que j'étais pas très bon à l'école. Et j'étais même le dernier de la classe. Et je me rappelle qu'elle avait convoqué mon père. Et il faut vous dire une chose, c'est que moi, quand je suis né, mon père, et je suis l'aîné de la famille, mon père avait 55 ans. Donc, parent vieux. Mon père a été convoqué par cette Madame Vialat et qui a dit, Monsieur Guzzo, votre fils... il n'est pas bon du tout, il n'écoute rien, il a dépassé l'âge, c'est sa dernière année. Si jamais il ne réussit pas son certificat d'études, je suis désolé, il ne pourra plus rester à l'école, il faudra qu'il fasse autre chose. Mon père a dit à la maîtresse, je me rappelle, j'étais à côté, pas de problème, il viendra travailler au magasin. Le magasin de quoi Magasin de chaussures, bottier, il était maître bottier, mon père. À Bourgogne? À Bourgogne, à côté du restaurant du Nid d'Hirondelle par là-bas, et il avait son petit magasin. Donc tu as connu peut-être le coiffeur Martin, oui, le portugais? Oui, bien sûr. J'étais en classe avec José, son fils. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. À l'époque, juste en face, il y avait, comment ça s'appelle, un docteur, j'ai oublié son nom, il y avait le garage Régo en face. Ah, c'est de bons souvenirs. Et donc, pour revenir, mon père a dit, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à venir travailler au magasin. Et ce magasin... je le haïssais un petit peu quelque part parce qu'à l'époque, on avait 3 mois de vacances. À l'époque, on avait 3 mois de vacances. Et ces 3 mois de vacances, je les passais au magasin à cirer les chaussures, réparer les chaussures. Et c'était un petit peu... il fallait travailler à l'époque. Il fallait... 3 mois de vacances, on travaillait un petit peu. Il te laissait pratiquement rien, non? Même le week-end quand même. Si, le week-end un petit peu, mais enfin... En semaine, Walou, c'était... non, c'était... toute la journée. Toute la journée au magasin avec mon père pour l'aider. Bon, j'ai appris à coudre des chaussures. Tu te passes de cordonnier, mais alors, en ce moment. Non, tu peux te passer de cordonnier. Non, mais c'est même pas cordonnier, c'était maître bottier. Maître bottier, oui. C'est vrai que... Oui, il y a la différence entre cordonnier et maître bottier. Ah oui, maître bottier, c'est quelqu'un qui te fait chaussures sur mesure. Voilà, Mon père faisait beaucoup de chaussures aussi orthopédiques, tu sais qu'à l'époque... Chaussures orthopédiques, oui. Il y avait des gens qui avaient des problèmes pour marcher, il y avait donc des bottiers qui faisaient des semelles compensées, mais à l'intérieur, et ça ne se voyait pas. Et mon père faisait de très belles chaussures. Il en faisait pour Sarkozy aussi, peut-être? Ah, peut-être, si à cette époque, il aurait été... il aurait été peut-être client. Il aurait été fournisseur officiel de mon père faisait de très belles chaussures sur mesure, niveau, quoi. Et je l'aidais beaucoup. Donc j'ai pris peur quand il m'a dit pas de problème, tu viendras travailler au magasin. Et je sais pas, il y a eu un déclic. Et c'était la dernière année. J'ai fini l'année, chose exceptionnelle, avec un prix d'excellence. Je me rappellerai toujours du prix qu'on m'a donné. Ça a été un grand souvenir.
ça s'appelait De la fronde à l'atome. Et c'était un bouquin qui parlait du début jusqu'à la fin de belles choses. Eh oui, l'atome déjà, c'était... Oui, c'était une nouveauté. Ouais. Et ça a été un petit peu le déclic. Et là-dessus, après, bien sûr, j'ai été... C'est bien résumé ensuite. Hein. L'évolution de l'homme, ouais. de la fronde à l'atome. À l'atome. C'était ce titre m'avait plu. Bon, j'étais fier. Hein. C'était la première fois que j'avais un prix de quelque chose. Hein. C'est vrai qu'il y avait ces remises de prix. Hein. Oui, le 30 juin, généralement. Oui, non oui. Le 30 juin, tout le monde arrivait. Les parents dimanchaient, nous aussi. Exactement. Et puis il y en avait qui repartaient les livres plein les bras, et puis les autres, ils partaient avec des tout petits fascicules, tu vois. Mais c'était la récompense, la récompense. Mais tout le monde s'est récompensé, pratiquement. Ben tout le monde repartait avec un petit quelque chose. Bon... à quelques exceptions près. Toujours ce bouquin, tu ouvrais, il y avait une espèce de diplôme, prix d'excellence, ou prix de ceci. Aujourd'hui, on parle de mention, ça a changé. C'est un bon souvenir. Alors, tu continues, ça c'est l'école primaire. Alors, ensuite, tu vas au collège, Je vais au collège, au Marif. Tu déménages là. Oui, non, je déménage pas, on habite toujours au même endroit. Et le seul... endroit où j'ai pu être accepté, c'était au collège. Et j'ai choisi le collège Ibn Toufaï au Marif. C'est désolant parce qu'ils l'ont rasé. Je me suis aperçu il y a quelque temps qu'ils ont rasé, ils vont faire un quartier. Non, ils vont faire soi-disant la maison de l'enseignant. C'est-à-dire, Moi, je suis passé... La maison de l'enseignant, ils vont faire quelques cours de tennis, voilà. Ah, c'est bien ça. C'est bien, moi je suis passé devant il y a quelque temps, j'ai vu que le collège n'existait plus. Au lieu de, je sais pas, au lieu de mettre en valeur, parce que quand même c'est une belle bâtisse. Hein. Ah oui. C'était une très belle bâtisse. Grand, sans faire, je sais pas, peut-être le musée de l'enseignement ou un truc comme ça. Ben non, ils rasent et puis. C'était un collège mixte à l'époque, et c'était très bien. Donc j'avais le choix à cette époque. C'était très bien parce que c'était mixte ou c'était... Non, c'était très bien parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup de monde. C'était un beau collège, un très beau collège. Et en plus, c'était au Marif, c'était sympathique parce qu'on sortait, on avait la rue du Jura juste en face. Tous les cinémas, tous les cinémas, cinéma Familia et tout. À l'époque, je sais même plus si ça existe. Et le mondial, Monte Carlo, et puis il y avait un quatrième, le Rex dans le... Exact. Tu vois, je me rappelais pas de ça. La petite placette, la petite place là. Ouais. Ah, c'était sympa. Alors, tu choisis quelle option là? Alors, j'avais pas le choix. Qu'est-ce qu'il y avait comme option? J'avais pas le choix. Je sais qu'à l'époque, il y avait menuiserie, mécanique, électricité. Il y avait deux choses. Il y avait ajustage, tourneur. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Ou alors électricité, ça me passionnait pas non plus. Mais il n'y avait pas autre chose. Donc j'ai choisi l'électromécanique. L'électromécanique, voilà. Un peu de tout, il y avait un peu d'électricité, un peu de mécanique. Voilà. Beaucoup d'électricité. Ça m'a pas servi après par la suite, mais il fallait que j'ai quelque chose, un diplôme. Mais voilà, donc j'ai choisi électromécanique, j'ai eu mon CAP, je sais pas comment. Tu te souviens de quelques profs, de quelques camarades de classe? Tu les revois, vous vous revoyez de temps en temps? J'avais un bon copain, il s'appelait Saïd Mash. J'ai plus de nouvelles. Et c'était vraiment mon copain. On était tous ensemble. On va lancer un avis de recherche, je sais que c'est possible. Hein. Maintenant, on va dire aux auditeurs s'ils veulent, si quelqu'un connaît ce Saïd Mash, qui était au collège Ibn Toufaï au Marif. En 64-65. Ami de Gilbert Goudzo, donc envoyez un SMS au 5030. C'était un bon copain, j'ai plus de nouvelles de lui. Plus de nouvelles, je sais plus s'il est au Maroc, s'il est allé travailler quelque part à l'étranger, j'ai plus aucune nouvelle. Voilà, donc en prof, non, on avait plein de profs. J'ai pas souvenance, j'ai plus souvenance. Et ça te plaisait, ça te prenait ou... Oui, un petit peu l'électricité. C'était fatigant. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Non. Mais tu rêvais, tu pensais déjà à ce que tu allais faire plus tard. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Pas du tout. J'ai toujours été passionné de tout ce qui est mécanique, moteur.
Mais Ton père te laissait aller voir les circuits au moins, à Corniche. oui. C'est la Corniche, alors, comme tout le monde là. Bons souvenirs à la Corniche extraordinaires, je les ai tous vus. Ouais. Je me déplaçais même à Marrakech quand il y avait un circuit. Mais ça, c'est plus tard. Hein. Ouais. Non, même quand on était gamin, on y allait. Oui, gamin, ça c'est plus tard, c'est une autre époque si tu veux. On allait au Là, circuit. Là, si tu veux, mon but après avoir eu le CAP, c'est qu'il fallait que je trouve du travail. Parce que pas question de rien faire. Je pouvais pas continuer, on n'avait pas les moyens de pouvoir continuer. Alors, tu as trouvé du travail tout de suite? Je me souviens que on m'avait présenté, je devais aller travailler à l'usine de pneus General Tyre. Et j'étais arrivé un peu fier avec mon diplôme. Qui a disparu comme ton collège. Ouais. alors qu'elle était ISO de 9002. Ouais, donc, bon, ça, c'est quand même curieux. C'est une des premières usines qui était pneumatique. ISO. Hein. Non, mais puis ISO. Oui, c'est vrai. La et première. de toute façon, c'était la grosse usine. Ouais. Donc j'avais été, on m'a fait passer un examen que j'ai échoué. Mais alors, bien comme il faut. Hein, à place couture. J'étais nul dans les... Et pourtant, la personne a tout fait pour m'embaucher. Bon, c'était pas bon. Là-dessus, j'ai trouvé du boulot à l'époque chez Gemont Schneider, à Imborja. Alors, c'était pas facile. C'était loin. De Bourgogne à Imborja. On n'avait pas les moyens de locomotion, à vélo. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Écoute, il fallait travailler. Hein. Ouais. Donc, mais on faisait journée continue, je mangeais sur place, je me levais tôt le matin et je prenais le vélo. C'était dur de se lever tôt. Hein. Mais il n'y avait pas de grands moyens de locomotion, il y avait une question de moyens aussi. Hein. Ouais. Je gagnais pas beaucoup. Hein. Alors, Gilbert, on a une première pause musicale. Oui. Alors tu vas c'est toi c'est toi le maestro. Hein, tu as choisi alors une première. La première chanson, c'est une chanson de Mine. Ouais. Grande. C'est une belle chanson. Grand. Une belle chanson qui me rappelle mes souvenirs de jeunesse à l'époque où on avait comme toi, tu avais une Fiat 124, moi j'avais une vieille voiture avec l'espèce de cassette 8 pistes, tu te rappelles? C'est vrai, ah oui, c'est vrai, absolument. Et mais elle s'enrayait de temps en temps. Hein. Elle se coinçait. Elle se coinçait de temps en temps. Fallait pas laisser les cassettes au soleil. Il fallait rembobiner tout ça, mais 8 pistes, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, c'était une bonne sonorité à l'époque. On va écouter Mina, Grande. C'est du grand art, je dirais. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu. Le patron de la boussole avait même invité une fois Frank Sinatra. Ah oui. Et elle chantait elle aussi. Et Frank Sinatra, quand il a vu, il voulait aller aux États-Unis. Elle a dit non. Elle a dit moi, les États-Unis c'est trop grand pour moi. La modestie d'une grande chanteuse. Une voix extraordinaire. Pour moi. Alors, tu travaillais à Imborja. Tu allais à bicyclette, comme disait à bicyclette, Yves Montand. À bicyclette. Et donc, et quand tu es en bicyclette, tu pensais à quoi? Aux côtes qu'il fallait franchir. Et tu te disais, c'est pas vrai, Gilbert, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu te disais ça? Non, parce que si tu veux... alors, si tu disais, ma qu'est-ce que tu as fait mais même, Lino, franchement, c'est vrai que j'étais pas le seul à faire ça à bicyclette, quoi. Il y avait beaucoup de gens, quoi. Mais c'est dur quand tu es jeune, tu viens d'avoir ton diplôme, que... J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. C'est dur, 16 ans. 16 ans, tu penses à autre chose avant. Alors, les copains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient en surprise. Ils ont continué les études. Ils continuaient. Oui, ils ont continué les études. Et je le comprends très bien. Ils avaient la possibilité de le faire. Tant mieux. Donc, ça a été une expérience. C'était pas facile. Il fallait se lever tôt. Gagnait pas beaucoup. L'équivalent à l'époque de 350 dirhams par mois.
Bon, il Moi, fallait... il fallait donner confidence pour confidence. Mon premier salaire à l'école italienne des Rochemont, c'était 320 dirhams par mois. Tu vois. Enseignant, hein. Tu vois. La main enseignant. Ouais, enseignant. Tu vois pas le truc, donc. Ouais, mais toi, en tant qu'enseignant, c'était plus du bénévolat qu'autre chose. Parce qu'il fallait faire quelque chose et aider. Ah oui. Et aider les jeunes. Nous, on avait tous les, je dis pas tous les repris de justice, mais tous les jetés de tous les établissements qui voulaient apprendre un métier chez nous. Bah oui, mais c'était. Mon frère est allé d'ailleurs au Rochenoir. Il est allé. Je l'ai eu, je pense que je l'ai eu comme élève, Giovanni. Il était plus jeune que moi de 5 ans. Il a bien réussi ensuite, hein. Il s'est bien débrouillé. Self-made man, monté une belle entreprise d'électricité ensuite. Il a beaucoup travaillé aussi sur l'Afrique et tout ça. Beaucoup sur le Cameroun. Sur le Cameroun et tout, bravo. C'est bien. Comme quoi, les jeunes, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas une question de diplôme, c'est plutôt une question de volonté. Hein. Oui. Non, et de caractère. Et facteur chance. Chance aussi, bien sûr. Tu peux avoir beaucoup de bonne volonté, beaucoup de diplômes. J'estime que dans la vie, on a parfois un train qui passe qui s'appelle la chance. Il faut savoir saisir, ne pas laisser cette opportunité parce qu'elle risque de ne pas revenir. Alors ton train, est-ce qu'il passait du côté du zoo d'Ainsbach ? Oui, ça c'était une chance extraordinaire. Je vais te raconter un peu l'histoire. C'est ma première grande histoire. Donc je travaillais... Tu avais quel âge là ? Écoute, je venais d'avoir un peu mon permis 19 ans. 19 ans. J'ai travaillé donc chez Ain Borja, ça me plaisait pas tellement. J'ai été embauché au chantier atelier Gallinari, à l'époque, au port, hein, sur les gros bateaux. Comme quoi c'était prédestiné, parce qu'après je vais faire des bateaux. Et c'est mon dernier job. Et un jour, on m'a dit qu'il y avait une station-service à Inseba qui allait fermer, parce que cette station se trouvait à la sortie de Casa. Vu le nouveau plan d'aménagement, elle n'était plus à la sortie, elle était à l'entrée. Or, tu sais très bien que les stations fonctionnent à la sortie. Quand tu pars en déplacement, tu mets l'essence en sortant de Casa pour attaquer ton voyage. Et donc, elle était appelée à disparaître. Et on m'a dit que c'était la compagnie Texaco, dirigée par un Américain. Et je suis allé voir. Ça a été difficile de voir ce président qui s'appelait Clark Prater. J'étais le voir difficilement parce que bien sûr l'accès était pourquoi je voulais le rencontrer. Et je me rappellerai toujours, ce monsieur m'a bien reçu. Genre John Wayne, genre... Ah oui, non, américain décontracté, avec chemise manche courte, une cravate mais ouverte, tu vois, c'était pas la formalité, très décontracté. Et je me souviens très bien, je m'étais bien habillé, puisqu'à l'époque, quand tu allais voir un banquier ou tu allais voir quelqu'un, tu t'habillais... Tu t'en dimanchais. Oui, exactement. Aujourd'hui, ça se fait plus. Tant mieux d'ailleurs pour moi. Et donc, t'as pas besoin de banquier ou t'as pas envie de t'habiller ? Non, j'ai pas envie. Je préfère être décontracté. J'estime que... Bon, bref. Donc, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, voilà, je sais que vous avez la station en face. Elle faisait 9000 litres de carburant par mois. C'était rien, c'était ridicule. Vous allez la fermer. Moi, j'aimerais bien prendre cette station en gérance. Il m'a regardé. Il m'a dit, quelles sont vos garanties ? Et je crois que ma chance avec ce monsieur, ça a été que j'étais honnête, je n'ai pas raconté de salade. Je lui dis, ce qui me reste dans la poche, mon dernier salaire, soit l'équivalent de 900 dirhams. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous savez que la station, il faut des garanties. J'ai dit, je n'en ai pas, mais j'ai la volonté. Je m'appellerai toujours. Il a appelé son directeur adjoint, qui s'appelait Arnaud de Russie. Il est rentré dans le bureau avec son bloc-notes, comme faisait à l'époque, le stylo. Oui, monsieur le président, ben voilà, il y a un jeune qui voudrait prendre la station Zoo. Il la reposer. Ça s'appelait Zoo ? Station du Zoo ? Station Zoo, Texaco Zoo. Ouais. Et donc ce monsieur de Russie a demandé quelles sont les garanties. Et il a répondu à ma place. Il a dit aucune garantie, mais il a volonté de travailler. Et on va lui donner la station en essai 6 mois. Si au bout de 6 mois, il a relevé le chiffre d'affaires, très bien. Mais comme il n'a pas de garantie, vous allez envoyer tous les jours quelqu'un
faire le stock du carburant. C'est vrai, j'aurais pu être malhonnête. Oui. On me confie un stock, j'aurais pu vendre le carburant et partir. Il Ouais. n'avait aucun recours. Ouais. Donc voilà, ça a été ma première chance, parce qu'on m'a donné la possibilité. Alors tu faisais combien de milliers de litres tu as fait après 6 mois? Après, mais je me suis presque... Je travaillais tous les jours, hein. Il n'y avait ni samedi ni dimanche, parce que pour moi c'était un défi. Un défi de montrer que ce monsieur a bien fait de me faire confiance. Et par la suite, bien sûr, la station, il n'y avait pas de lavage à l'époque dans cette station, ni graissage. Donc il a fallu faire quelque chose et je me suis mis à réparer des bateaux de plaisance. Ensuite, réparer aussi des caravanes. C'était le plus, tu vois. La station, bon, marchait et ça me donnait la possibilité d'avoir une exposition qui me coûtait rien. Et voilà, ça fait 40 ans et j'ai toujours la station en gérance, hein, depuis exactement 42 ans. Mais c'est plus Texaco. Non, ça a été racheté par Shell. Ouais. Ça a été racheté par Shell. Ouais. Texaco a disparu du paysage. Il a été repris par la compagnie. Ouais. Enfin, ce sont des accords. Alors, ce que je voulais dire, justement, j'avais noté auto camping, caravaning bateau. Tu vas voir Lino comment on arrive à l'automobile. Voilà, justement, comment tu arrives à l'auto? On va justement, c'est l'opportunité de beaucoup de choses et les contraintes de beaucoup de choses qui m'ont amené, je dis bien, parce que finalement, tu donnes l'impression, tu as appris tu as continué à apprendre sur le tas. Ah oui, oui. En réparant des bateaux, ensuite oui. en préparant des caravanes. J'ai réparé des bateaux, j'ai réparé des caravanes. Ensuite, le Maroc est tombé une période où il fallait absolument faire de l'autosuffisance. Donc, il y avait deux solutions. Soit construire, fabriquer. Ça a été une excellente chose, hein, ce programme, parce que pour moi, ça a été une excellente chose, parce qu'on ne pouvait plus importer, parce que je me suis mis après à importer. Je raconterai après le premier jour où j'ai demandé un découvert bancaire, j'en ai pas dormi pendant des mois et des mois. Un découvert de 80 000 dirhams, c'était pas énorme, mais pour moi, c'était la première fois que je devais demander un prêt bancaire. Et donc, c'est par toutes ces étapes qui m'ont fait connaître le métier, si tu veux, du bois, de l'acier et de la fibre de verre. Et ça, facilement, si tu veux, tu accèdes à la construction automobile. Ouais. Parce que quand tu connais tous ces métiers, tu arrives plus facilement. Donc, je reviens à la fabrication. J'ai fabriqué les premiers camping-cars. On en a fait pas mal. Parce qu'on ne pouvait plus les importer. Il y avait une demande. Et ça me plaisait. J'ai fabriqué des caravanes. Et après, bien sûr, on s'est mis à fabriquer des bateaux où j'ai déposé une marque qui s'appelait Cobra à l'époque. Et on a fait des bateaux. On a importé les moteurs. Les petits hors-bord, c'était. Des hors-bord. Des hors-bord de plaisance. Des hors-bord de plaisance, ouais. Donc, caravane, bateau. Mais ça, je te résume parce que sinon, c'est trop long. Hein. Bateau, caravane, la fabrication. Donc, cela m'a permis à maîtriser un petit peu tous ces métiers. Alors, on va y arriver ensuite parce que ensuite tu vas fabriquer des répliques et tout ça de voitures. Donc, il faut quand même un certain savoir. Et tout ce qui est mécanique, tout ce qui est moteur, tout ce qui est... finalement, tu as pu dompter, je dirais, facilement les chevaux vapeur. Et comment tu y es arrivé, là? Il faut pas... Il y avait quelqu'un qui t'aidait ou tu es un self-made man tout seul? Tu as découvert ça tout seul? Ou tu t'es forgé tout seul? La volonté... Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait des gens qui construisaient des petites voitures de course, par exemple, les JD, par exemple. Oui. Les JD, qui étaient des petits prototypes avec en fibre de verre, tout ça, donc... Les JD, il y a eu les JD, il y a quelques Alpines qui étaient pas fabriquées, mais disons, c'était déjà l'époque de la fibre de verre. D'où mon expérience justement dans la fabrication des hors-bords. Il y avait un spécialiste, c'était Roger Voisin. Il y a eu Voisin, il y a eu d'autres personnes à Moi Média qui étaient très forts. C'était un des premiers à... ce qu'on appelait le polyester. Là. Oui, le polyester à l'époque, le polyester c'était une nouveauté. Ouais. Il y avait les meubles, les fameux meubles, les tables de jardin, les sièges, les fauteuils en polyester. Donc,
Ah oui, ça a été une excellente maîtrise, le polyester, ça nous a ouvert... Qui n'était pas maîtrisé, l'industrie du polyester était développée, au Maroc, bien développée. Et ça nous a ouvert beaucoup de possibilités, beaucoup de métiers. À part les bateaux et les carvales, j'ai fabriqué aussi des manèges pour enfants. Les parcs Yasmina, Sindibad, beaucoup de manèges que nous avons fabriqués tournent encore. Ça aussi, ça a été aussi une expérience de la maîtrise mécanique et les rapports réducteurs, électricité, parce qu'il fallait faire des manèges. Alors à chaque fois, c'est toi qui proposais ou on venait te demander et tu disais les deux. Et dans ton fort intérieur, tu disais je suis capable de le faire, je vais dire oui. J'adore. J'accepte le pari. J'adore ce genre de défi. Ouais, ça me motive. C'est un défi permanent, c'est-à-dire. Mais tu sais quand tu te remets en question tous les jours. Oui. Et en plus, défi est fait aussi d'échecs. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est quelque chose qui t'a déplu en particulier quand tu parles d'échec? Un échec par exemple aujourd'hui encore tu te dis j'aurais pas dû faire ça, peut-être j'aurais dû faire ça. Non, mais quand je parle d'échec, c'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose, tu fais et finalement ça n'arrive pas du premier coup. Et il faut persévérer, il faut recommencer jusqu'à réussir. Quand je parle d'échec, c'est-à-dire que j'ai eu du mal et ça a mis plus de temps que prévu et ça arrive. Ça, pour moi, c'est un échec parce que il faut du temps aussi et parfois tu n'as pas le temps. Voilà, parce que tu veux passer à beaucoup de choses. Moi, j'adore quand me défier tout seul. Me porter aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu fais pas ceci, tu fais pas ça. C'est pas mon métier. Mon métier, j'aime bien faire. D'abord, il faut que tu sentes la chose. D'abord. Oui, il faut que je sente et il faut que j'ai envie de le faire. J'aurais pu me lancer dans la carrosserie, tout ce qui est de plus simple, de véhicules bus scolaires ou des trucs comme ça. Je me connais, je vais me fatiguer. Moi, j'aime bien me remettre en question et c'est excellent pour soi-même et pour mon équipe parce que je suis pas tout seul. La plupart de mes gars à qui j'ai appris ce métier, ensemble on a travaillé, on a passé des heures. Alors est-ce que actuellement tu as encore des collaborateurs qui étaient déjà avec toi au début de l'aventure? Ah oui, bien sûr, j'en ai au moins 3 qui sont avec moi depuis le démarrage. Tu peux nommer leurs prénoms. Oui, il y a mon chef d'atelier Abdelkrim Nassour que j'ai embauché et il avait 12 ans. Je me rappellerai toujours, je vais te raconter ça vite fait. Il est arrivé un jour à la station, je vois d'origine de Tétouan, un peu les cheveux blonds, yeux clairs, parlant pas un mot de français, et qui rentre dans mon bureau et il me dit je cherche du travail. Et moi je le regarde, je suis jeune, et je lui dis tu vas pas à l'école? Il me dit non, je vais plus à l'école et mon père m'a foutu à la porte. Et il a dit je rentre plus à la maison si je ne trouve pas un travail. Son père il avait dit ça carrément. Ouais. Il lui a dit, et je lui dis va voir ton père, dis-lui que tu as trouvé du travail. Et il m'a jamais plus quitté, il est avec moi, c'est un employé fidèle. C'était une belle histoire. Et c'est un gars d'Aïn-Seba. Je suis resté à Aïn-Seba parce que j'ai beaucoup d'employés qui m'ont été fidèles. Et puis là, ils n'avaient pas besoin de bicyclette pour venir au boulot. Non. Mais tu sais, j'ai habité après à Aïn-Seba, parce que pour moi, c'était plus pratique. Voilà. Donc, on peut parler d'Aïn-Seba? Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que Aïn-Seba s'est dégradé un petit peu comme les Roches-Mortes, par exemple? C'est un joli quartier de villas, Aïn-Seba. Oui, mais puis, ça a été vite remplacé un peu les villas par des espèces de petits immeubles. Anarchiques. Pas forcément, non. Et la place, est-ce qu'il te manque le fameux marché vert là, de rond-point? Sidi Ousli. La place Sidi Ousli. Ils l'ont arrangé, c'est pas mal. Oui, avec l'espèce de fontaine et tout ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas un plus beau cachet avec. Mais si tu regardes bien, Lino, il y a plus de monde qui se sont installés à Aïn-Seba qu'au Roche-Noire. Ah oui, c'est sûr. Regarde tous les restaurants, tous. Même l'automobile aujourd'hui, ils sont tous à Aïn-Seba. Toutes les marques automobiles. Ah oui, c'est sûr. Ils ont préféré ce coin-là que d'aller du côté d'El Jadida. Mais le développement, il était réfléchi dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le développement industriel, vers moins média. Oui. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, il y avait déjà. En plus, maintenant, il y aura le projet Grand Zenata. Imagine, donc Aïn-Seba, c'est l'avenir aussi. Absolument, c'est vrai.
Alors, les bateaux, les bateaux, bon, pour un Sicilien, la mer c'est quand même quelque chose d'important, hein, la tonnara, hein, oui. donc, Mais... la pêche au thon et tout ça. Et justement, est-ce qu'il y a le même engouement que dans les années 60, 70 ? Est-ce que bon, tu me diras maintenant, ça a été un petit peu c'est éclipsé au profit peut-être soit du surf ou soit carrément du jet ski. Mais avant, on voyait beaucoup de gens qui skiaient justement derrière les hors-bords. Est-ce que ça existe toujours au Maroc ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font du ski ? Alors, moi, je vais te dire, il fallait, d'où ces métiers, changement de métier à chaque fois, au bout d'un an, 2 ans, il fallait se remettre en question et faire autre chose. Pourquoi ? Parce que l'engouement ici, dans beaucoup de domaines, est de courte durée. La période des caravanes et camping-cars était bonne à un certain moment, et après la multitude d'hôtels et propositions extraordinaires pour les gens locaux n'était plus aussi importante, à part le touriste qui vient passer des vacances. Donc le camping-car... Il y a quand même des endroits encore où il n'y a pas d'hôtel, hein. Oui, mais les endroits ils sont rares aujourd'hui. Loin des centres, loin des centres ruraux. Tu vas même à Mirleft, il y a des gens qui ont fait des petits hôtels. Donc tu trouves. Aujourd'hui, c'est plus la peine d'avoir, pour moi, à part le touriste qui vient avec sa caravane camping-car. Donc de ce côté-là, il y a eu saturation terminée. On est passé dans les bateaux. Les bateaux, tu me posais... Justement, moi j'avais des amis, par exemple, qui regardaient la montre, ils disaient tiens, on va skier un peu. Puis alors à 2h, ils partaient au port. Il faisait 3-4 tours de bateau, il skiait un petit peu, une heure, demi-heure, 3/4 d'heure, et il revenait. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini parce que regarde, l'évolution. Bon, d'abord le port de Casa. Oui, je ne vois pas faire du ski nautique à l'intérieur du port de Casa. Oui, mais enfin, il y avait des gens qui allaient faire du ski nautique. Absolument. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de possibilités. Tous les clubs nautiques ont été rasés puisqu'il y a le nouveau projet de la marina qui est en train de se terminer. Mohamedia, c'est le seul port, mais il est saturé. C'est un petit port où tu n'as plus la possibilité de mettre ton bateau. Donc cette saturation, il y a eu le port de la marina de Rabat, mais la marina de Rabat par le Bourg-Greg, si tu veux sortir en mer, il faut être pas un pilote averti, mais presque, parce que la barre, elle n'est pas facile à passer. Hein. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc si tu regardes bien, le bateau a référence aujourd'hui dans le Nord. Mais dans le Nord, c'est 1 mois et demi, 2 mois par an, quoi. C'est tout. Il n'y a que dans le Nord. Ça, c'est un petit peu perdu le bateau. Ou alors, il faut aller, si tu veux, dans les lacs. Bon, ceux qui possèdent une maison à Bin El Ouidan, où le lac est magnifique. Là, tu as possibilité d'en faire. Mais autrement, le bateau a changé de cap, si on peut dire. Alors camping, moi je me souviens, tu avais des super campings, des caravanes chromées là, américaines. Ouais, c'est des belles caravanes ça. C'est des belles caravanes. C'est des caravanes typiques des années 60, des caravanes Airstream qu'on avait gardées, qu'on louait beaucoup pour les tournages de films. Pour le tournage de films justement. Alors justement, ta relation avec le cinéma, c'était quoi alors ? C'était avec la RAI, qui à chaque fois qu'il faisait du tournage de films dans la région de Ouarzazate. La RAI, c'était la radio-télévision italienne ? Oui, bien sûr. Et ils venaient faire des productions de films, soit des courts-métrages pour la télévision, soit des longs-métrages. Et je leur louais ces caravanes qui étaient un peu une exigence des acteurs tels que Anthony Quinn ou... tu en as approché ? Oui, j'ai approché Anthony Quinn à Ouarzazate d'une simplicité extraordinaire. J'ai assisté au tournage d'un film qui se passait du côté de Ouarzazate. Je ne pensais pas que c'était aussi long de faire des pauses de film. C'était la première fois que je regardais l'acteur répéter 5-10 fois la même chose. Et parce qu'ils assuraient, bien sûr une prise de vue n'est jamais bonne, ils assuraient 10 fois 15 fois pour prendre la meilleure. Donc c'était long, hein. Moi j'ai trouvé que c'était long. Le tournage d'un film c'était long. Enfin la séquence que j'ai vue pendant une journée. Il n'y a pas Anthony Quinn ? Tu as côtoyé qui ? Non, personne d'autre. J'ai vu qu'Anthony Quinn parce que c'était une période où je devais aller à Ouarzazate parce qu'on avait fait avec la RAI nous avait demandé de faire des ossements de dinosaures en polyester, donc j'avais une équipe
parce que le sujet de film, c'était un peu un Ouais. film de science-fiction. Anthony Quinn d'ailleurs avait une belle relation avec l'Italie. Son fils, Ouais. un de ses fils est né à Rome d'ailleurs. Ouais. Ouais. Je sais, mais de toute Ils ont façon, des je prénoms crois qu'il italiens. habitait, Ouais. il habitait Rome. Il habitait Rome, ouais. Enfin, il est à cheval entre Rome et New York. Alors, écoute, au diable l'avarice, hein, on va inviter un autre Sicilien. Mais lui, il n'a pas eu le bonheur de naître au Maroc. Lui, il est né en Belgique. Ouais. C'est Adamo, Ah Salvatore oui. Adamo. Ah oui. Alors, Adamo, c'est... D'abord, c'est vrai. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer sur Gilbert. Ah. Hein, est-ce que vous pouvez zoomer sur Gilbert? Parce que vous pouvez nous suivre en direct sur www.radiomars.ma et vous allez voir qu'il a un air d'Adamo, le chanteur. Salvatore Adamo. Ah, je chante pas aussi bien que lui. Mais pas très sympa, on m'a dit. Hein, Ah oui? Adamo, il est pas Ah, je très- connais il est pas. très- ça n'a rien à voir avec Gilbert Guzzo. Hein. Je connais pas. Ouais, Je connais parce pas. que- Ah, ça me paraît bizarre, tu es sûr? Oui, je me souviens qu'il y avait une amie de ma sœur qui était une Adamo elle aussi, qui était une cousine éloignée, et il a été venu chanter au théâtre municipal de Casablanca, et à la fin de la soirée, elle a dit, écoutez, je pense qu'on a un petit lien de parenté, elle a donné 2 ou 3 noms de ses oncles, etc. Puis le gars, il a snobé carrément, il est Ah parti, ouais. ouais. Ah ouais. Bon, on va écouter quand même, Bien sûr. même s'il fait beau chez nous, on va écouter quoi? Tombe la neige. Tombe la neige. Ah ouais, alors là, il y a eu comme un petit couac, là. Mais c'est bien, c'est le direct, là. Tu nous as balancé la chanson suivante. Alors, voilà, tu veux insister? Bon, alors, écoute, Julio Iglesias. Pas de problème. Vous, les femmes. Oh, c'est magnifique. C'est que les Siciliens sont très respectueux des femmes. Ah oui. Ah oui. Hein, on les respecte, les femmes. Comme tu disais tout à l'heure, hein, dehors ils font les machos, mais à l'intérieur... C'est vrai. C'est vrai. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, avec ce numéro de Lino Café et surtout avec Gilbert Guzzo. Donc, il fait bon parfois d'être marocain et sicilien. Hein. Ah oui. Hein, on fait... C'est un drôle de cocktail. En Hein. tout cas, moi je passe un bon moment ce matin. Alors, l'enfance, la scolarité, on a parlé du collège Ibn Toufaï, on n'a pas trouvé encore ton copain là, mais j'espère qu'il va donner signe de vie. Ah, c'est possible, Quelqu'un pour lui. j'espère, en tous les cas. La rencontre avec un Américain décontracté, un certain Clark Prater, Oui. qui fait confiance Oui. en un jeune. Oui. Un jeune de 19 ans qui a 900 dirhams en poche. Ben oui, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Est-ce qu'il t'a qui- suivi ensuite? Pas personnellement, mais par l'intermédiaire de son directeur, oui. Bien sûr, en prêt, lui, il a été nommé d'autres fonctions. Mais Et lorsqu'il a quitté le Maroc, vous êtes il venu était content que la station continue à fonctionner, qu'elle évolue et que. Mais par contre, je suis resté longtemps avec d'excellentes relations avec son directeur, qui lui est resté Arnaud de Russie, et je l'ai rencontré. On s'est rencontrés plusieurs fois, et maintenant il est à la retraite depuis longtemps. Ouais. Et voilà, donc ça a été une bonne chose. Et Oui, la fameuse station qui devait disparaître. Donc, Ouais, la fameuse station qui devait devait disparaître. faire la fin du zoo d'Aïsfa. Ah bah, tu sais, Et le zoo, finalement. le zoo, il existe toujours. Dans quel Ouais. état, je ne sais pas, j'y vais pas souvent. Mais je vois le week-end, il y a quand même pas mal de monde. Ouais. Je sais que le parc attenant au zoo a disparu depuis pas très longtemps. Mais le zoo, avec les bêtes, je crois qu'il y a encore quelque chose. Alors, donc, on a parlé de voitures, on a parlé de caravaning, on a parlé de bateaux, et puis la mode du ski nautique qui a un petit peu disparu. En 1992, tu fais quand même une rencontre importante, hein, Oui, une rencontre très importante. qui va... C'est ce qui va chambouler beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Et d'abord me donner la possibilité, je dis bien la possibilité de faire quelque chose auquel je n'y avais pas pensé,
C'est une moto à 4 roues, hein, c'est la Peugeot BB 1913. C'était une voiture qui était dessinée à l'époque, donc Première Guerre mondiale, bien entendu, pardon, et qui était dessinée, tiens-toi bien, par Ettore Bugatti. À l'époque, Bugatti, on ne connaissait pas tellement. Ouais. Il avait dessiné cette voiture pour Peugeot, qui était un petit peu la Volkswagen du peuple à l'époque. Une petite voiture avec un petit moteur, 2 places. Quel cylindrée le moteur ? C'était un moteur de 800 ou 900 cm3. À l'époque, c'était un moteur presque de tondeuse à gazon. C'était un moteur bicylindre, c'était rien d'extraordinaire. Et quand j'ai vu la voiture, qui était finalement avec des roues de bicyclette, hein, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était des roues à rayons, je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai... Alors comment tu as fait ? Tu l'as désossé, tu l'as refait ? J'avais la chance, j'avais le modèle. Le modèle, il fallait absolument le cahier des charges, si je peux appeler ça, c'était de faire la même voiture, mais bien sûr avec une mécanique moderne. Pas tourner la manivelle, il n'y avait pas de frein, je parle de l'original. Hein. Démarreur, c'était la manivelle, pas de frein à l'avant, pas de frein à l'arrière, tout juste un frein à main. C'était vraiment assez compliqué. Donc le défi était de 1. Respecter le modèle original, c'est-à-dire la carrosserie. La carrosserie, même l'apparence, l'apparence au niveau des optiques de phare, de l'essieu. Et on a la chance encore au Maroc d'avoir des artisans extraordinaires qui sont capables de te faire exactement un optique de phare ou un essieu comme était fait il y a 100 ans. Ça n'existe plus. En Europe, tu peux plus trouver ça. C'est terminé. C'est extraordinaire. Et ça, si tu veux, bon, on a fait cette première réplique que j'ai livrée. Et quand j'ai livré, bon, ensuite, si tu veux, cette voiture a été vue. Est-ce que tu savais pour qui elle était ? Oui. À qui elle était destinée ? Bien sûr, parce que c'était les instructions de faire une réplique de cette voiture. Et en faisant cette réplique, cette voiture, elle devait être faite normalement en Suisse, chez mon ami, qui est devenu mon ami Franco Sbarro. Et les personnes au niveau de Rabat ont dit à Sa Majesté, Hassan II, on peut faire cette voiture au Maroc. Lui, dès qu'il a entendu on peut faire cette voiture au Maroc, il n'a pas hésité une seconde en disant qui va la faire, cette voiture, c'est un tel qui s'occupe des caravanes. Ah ben, on va voir. S'il est capable de le faire. Bon, et le résultat... Et tu le rencontres la première fois quand à la livraison, et je m'y attendais pas, à la livraison de cette voiture que j'avais livrée à Rabat. On m'a demandé de patienter au cas où il y aurait des questions qui seraient posées. Et donc, on a présenté les 2 voitures. Tu as fait 2 modèles ? Non, on a présenté l'original. À l'original. Et celle qui a été faite. Oui. C'est un peu le jeu des 7 erreurs, trouver l'erreur. Et voilà, donc cette voiture a énormément plu et ça a été une rencontre pour moi extraordinaire que j'oublierai jamais. Jamais. Je transpirais des gouttes énormes, hein, parce que pour moi c'était un personnage que je ne l'espérais jamais rencontrer. Voilà. Ouais. Alors tu vas en faire d'autres ? Oui. Alors, content de cette première réalisation, on m'a mis d'autres véhicules beaucoup plus compliqués qui étaient maintenant, on passait en catégorie automobile. Hein. J'ai fait la Buick rouge de 1917 et une 2 Dion-Bouton. 2 Dion-Bouton, c'est encore vieux, 1903. Alors là, c'était encore plus compliqué parce que le cahier des charges, il fallait que la voiture, bien sûr, respecte 100% le modèle original, et le tout caché, c'est-à-dire boîte automatique, injection électronique, les freins à disque, l'ABS, les normes anti-pollution. Et il fallait absolument réussir ce défi. La voiture, tu la regardes en apparence, c'est un modèle de 1900, mais en réalité, non. Ah bon ? Ah oui. Ouais. Et on a emmené la Buick d'ailleurs. Et donc ça existe à part toi, bon, est-ce qu'on fait encore ce genre de réplique, c'est-à-dire Oui, au Canada et aux États-Unis, il y a des gens qui font des répliques de voitures américaines, des anciennes Buick, bien sûr, avec une mécanique moderne, bien sûr. C'est-à-dire pour qu'elles aient le permis de circuler, il faut qu'elles aient non, pour certaines. Mais ça revient très cher, donc à réaliser ça, parce que c'est des pièces à l'unité, donc c'est pas très intéressant commercialement.
Ouais. Enfin, je pense aux Américains, aux Et Canadiens. pour les groupes moteurs, comment tu faisais alors? Les groupes moteurs, ben non, on peut pas fabriquer, on achète. Tu as acheté carrément Il faut pas essayer d'inventer quelque chose et on trouvait, Oui, on trouvait bien des sûr. blocs, mais de l'époque, non? Ah non, bon. non. Donc, tu on as fait adapté. des répliques avec des mécaniques modernes. Une autre mécanisation. Ah oui, injection électronique, Ouais. comme la voiture de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui. Et Ouais. c'est ça qu'il fallait cacher. Alors, bon, entre autres, tu fais aussi une Citroën Trèfle, c'est ça? Oui. Alors, la Citroën qui avait, Trèfle, Citroën Trèfle, mais tout ça, ce sont des commandes qui m'ont été demandées avec une vision, à mon avis, de montrer un petit peu le savoir-faire marocain d'une voiture qui peut être faite au Maroc. Et la Citroën Trèfle s'appelait Trèfle parce qu'il y avait 3 places. 2 places à l'avant, 1 place derrière. Cette voiture avait la particularité d'être en pointe à l'arrière. Et ça, je l'ai fait sur une base de Renault 4L que j'ai acheté neuve, et j'ai viré toute la carrosserie, et j'ai gardé le sous-bassement pour tout ce qui est mécanique, et fabriqué bien sûr toute la voiture, mais tout ça on peut le voir sur notre site internet. Ouais. La réalisation, la fabrication. Et les artisans, c'était dans la région de Casa, un petit peu partout. Oui, tout Casablanca. Il y en a un petit peu partout. Non, tout À Casa, Casablanca. donc à Casa. Quand on va attaquer, là je pense qu'on va parler de ma fierté qui est la Ménara. Là j'ai utilisé des matériaux des Saouira tels que les racines de tuya pour faire les tableaux de bord, pour faire les leviers de vitesse, tout en racines. Alors, on y arrive. Alors, le projet Ménara, il démarre comment le projet Ménara? Alors, après avoir réalisé donc la Peugeot BB, réalisé la Buick, la de Dion-Bouton, lors d'une conversation que j'ai eue avec Sa Majesté, il a décidé de faire une voiture marocaine. Et donc nous avions décidé de faire une voiture néoclassique. Parce que si tu regardes aujourd'hui la Ménara, elle était faite il y a 20 ans. Elle plaît toujours. On ne savait pas faire autre chose, enfin je ne savais pas faire autre chose qu'une voiture néoclassique. Et je savais très bien qu'une néoclassique allait plaire. Alors qu'une voiture carrée standard, on ne peut pas se mesurer aux gros industriels et on aurait été un échec total. Donc on a décidé de faire cette voiture, d'où j'ai présenté la maquette, le dessin. Alors le dessin, qui a fait le dessin? Moi. La maquette. À la main. Je sais pas, je suis pas un dessinateur, je fais à la main. Ah, tu as fait carrément là. Ah oui, mais c'est pas difficile. Je n'ai pas fait un plan industriel. Oui. J'ai fait une maquette artisanale. D'un maître artisan. À la main. Artisan et présenter, donner les idées, comment et pourquoi on allait faire ce genre de voiture. Et le nom de baptême a été donné par Sa Majesté Hassan II, qui a dit on l'appellera Ménara, et je veux que à l'avant il y ait le M qui fera M Maroc et M Ménara à l'avant de la voiture sur le bouchon de radiateur. C'est ce qui a été fait. Beaucoup de gens pensent que c'est Marrakech, que l'unité a été faite à Marrakech, mais non, c'est Casablanca. Le Ménara est un nom historique. Alors, tu dis Bismillah, tu commences, hein? Alors tu commences à faire des dessins quand même. Un minimum de dessins. Oui, bien sûr, un minimum de dessins. Tu sais, comme les répliques, on part sur des bases, mais là c'était plus difficile parce que là il fallait partir sur une base de châssis fabriqué entièrement. La mécanique, il fallait l'utiliser et acheter chez des fournisseurs de mécanique, enfin chez neufs, hein. Notamment, il y avait Ford, Allemagne, qui vendait à des petits fabricants comme moi, qui avaient à l'époque, il y en avait pas mal en Europe, des gros propulseurs. Et tu pouvais acheter le moteur, la boîte, transmission et une partie du faisceau électrique. Ça s'achetait dans le commerce, un petit peu, si je peux dire. Donc, à partir de là, bien sûr, il a fallu créer le châssis, imaginer la suspension et bien sûr attaquer la carrosserie. Alors, la carrosserie, elle est en polyester. Entièrement en fibre de verre. Entièrement en fibre de verre. Oui. Entièrement. Donc, c'est toi qui l'a fait alors. Mais tu sais. Les moules. Tu es obligé. Tu es obligé. Parce que si tu en fais qu'une seule, que tu fasses une seule ou plusieurs, il te faut un moule. Puisque le polyester se travaille à l'envers. Si tu veux une partie lisse, il faut faire le négatif. Alors, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, tu m'as dit, je t'ai dit, bon, en 92, donc, cette rencontre avec Hassan II, et puis et la Ménara sort en 93, tu m'as dit. En un an. C'est du travailler jour et nuit, peut-être.
On travaillait jour et nuit, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Tu sais, quand tu as un défi et que tu dois le faire, tu dois le faire le plus tôt possible. Si tu dois... Tu t'es pas dit, je me suis trop avancé cette fois? Oui. Tu as pensé Oui. ça un jour? Oui. Tu t'es dit, mais... Je me suis trop avancé. Déjà, à l'époque où j'ai fait la Peugeot bébé, j'avais un petit peu peur. Il y a du culot quand même. Peur parce que si tu veux, si je la fais pour moi, c'est pas que la voiture tombe en panne, qui se casse ou autre chose. Bon, mais là, tu peux pas te permettre de faire une erreur. Ouais. Et ce qui a été le plus difficile pour moi aussi, c'est de faire après la Buick, parce que cette Buick, Sa Majesté a décidé de l'emmener au salon à New York pour montrer le savoir-faire marocain. Et ça, je le savais pas au début. Et après, quand cette voiture, ça a été ma fierté quand on était à l'International Motor Show en 1994, présenter la Buick où il y avait écrit en gros réplique, parce qu'on ne cherche pas à tromper les gens. Et il y avait écrit en gros Made in Morocco. Ça, c'était une grande fierté, quoi. Ouais. À l'International Motor Show, c'est pas rien. Alors, 1 an pour faire la Ménara. Donc, Oui. le châssis, le bloc moteur, tout ça. Non, importé. Tout ça importé. Etc. Et puis la carrosserie, les couleurs. Alors, les couleurs, il fallait faire des couleurs, bien sûr, sympathiques. L'avantage... Bordeaux beige, je crois. Un mariage Bordeaux beige. La première que j'ai faite, qui a été présentée, c'était sur une base de moteur américain d'origine Ford, et je l'ai faite en 4 roues motrices. Pourquoi je l'ai faite en 4 roues motrices? Parce que je n'étais pas sûr du comportement. Tu sais, quand tu fais un premier jet, et qu'en plus ce premier jet doit être le définitif, tu évites de prendre des risques. Donc je suis parti sur une base de 4 roues motrices. En 4 roues motrices, il n'y a aucun risque. Oui. Donc ce n'est pas un 4x4. C'était un moteur de... Combien de chevaux alors? Cylindré, combien de chevaux et la vitesse de pointe? 120 chevaux, 4 cylindres. La voiture est quand même assez lourde parce que le châssis que j'ai réalisé, les premiers châssis, je les ai voulus solides parce que tu as toujours peur de faire trop peu. Donc elle était à 1200 kg. 1200 kg, c'est pas mal, 120 chevaux. Mais tu sais, avec ce genre de voiture, on n'a pas besoin de rouler très vite. Mais c'est des voitures qui roulent à 150 km/h sans problème. 150 sans problème. Ah oui, sans problème. Sans problème. Il n'y a pas de prise au vent. Oui. Alors, la Zagora. Zagora, c'était un autre projet. Voilà, je te parlais tout à l'heure et je sais que ça te tient à cœur, et puis tu l'as vécu un petit peu comme un échec, la Zagora. Je voulais justement en arriver à un échec. J'ai fait beaucoup de modifications sur cette voiture. On est parti de zéro, la même chose. J'ai choisi un moteur de moto, de R1. Alors la Zagora, on dit aux auditeurs que tu voulais faire une voiture de sport, une voiture de course. Une voiture de course. Une voiture de course. La Zagora, qui ressemble un petit peu, on peut dire une Ford GT40. Petit peu, c'est un mélange, tu sais, toutes les manières, c'est toujours un mélange d'une voiture qui ressemble à une autre, même dans l'industrie. Aujourd'hui, elles se ressemblent toutes. Donc déjà, c'est vrai, franchement, tu dis, c'est une telle, mais je pensais que c'était... Il y a un peu de GT, pas tellement, un petit peu de Pagani, avec ces 4 optiques, mais comme un échec parce que je suis pas content de la réalisation de cette voiture, des possibilités. Je pensais qu'au moment où on allait créer cette voiture qui s'appelle la Zagora, qui est une voiture strictement de course, on allait avoir un circuit entre-temps pour pouvoir évoluer. Or, je m'aperçois qu'on n'a pas de circuit. Et deuxièmement, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans le développement parce que je ne voyais pas de débouché. Voilà. Est-ce qu'elle a couru en tant que prototype? Non. Non, on a fait des tests. Tu as fait des tests? J'ai fait des tests lors d'une émission M6. Ils étaient venus ici, Turbo, et on avait fait un petit test au circuit de VGK, mais tu peux pas essayer une voiture c'est sûr, circuit de kart. Circuit de kart, c'est vrai. C'est le seul test qu'on a fait. Et après, Une petite pensée pour Gilbert, quand même. Ah oui, Gilbert Cortès a été Gilbert Cortès, qui était mon prof de technologie et de mécanique, J'ai connu Gilbert Cortès, justement. Des tôlimeurs. On avait en classe des tôlimeurs. J'ai connu Gilbert Cortès à l'époque où il avait une petite villa à Bourgogne et il préparait les motos. Et c'est là où j'ai fait préparer
le premier Rumi que j'ai acheté d'occasion et que j'ai refait entièrement. Le Formica, Oui, le Formica. C'était- Formica, la fourmi en italien, Ouais. ça veut dire. Et c'était C'était le comme ça sorcier, hein. Ah oui, oui. Ah, Gilbert lui, Cortés, c'était... lui, point de vue mécanique, préparation, Ouais, je crois ouais, qu'il c'était le meilleur. C'était notre Carlo Abarth. Ouais, Hein, c'est ça. c'était le meilleur. Ouais. Bon, la mécanique n'est pas de secret pour lui. Mm. Alors, écoute, Adamo est là. Ça y est, il est arrivé. Il est arrivé. Salvatore Adamo, donc voilà, tombe la neige, hein. Aujourd'hui, il fait beau. Tu es bon, mais tombe la neige quand même. Tombe la neige quand même. Tombe la neige qui ne viendra pas ce soir. Tombe la neige. Avec Gilbert Guzzo, nous abordons la ligne droite, ou le dernier tour, là, parce que justement dans les courses automobiles, c'est le dernier tour qui est important, hein, c'est la ligne d'arrivée. Hein. On a encore une petite demi-heure encore à être ensemble. Donc on a parlé évidemment de ce projet Menara, hein, qui était extraordinaire, et puis Qui est extraordinaire. qui est extraordinaire, la Buick, hein, exposée à New York, hein, Motor Show. Et alors là, il y a quelqu'un qui dit Monsieur Gilbert, pourriez-vous remettre à neuf une Ford Galaxy modèle 63 avec motorisation moderne? Bien sûr, absolument. Moustapha de Jdida. Absolument. Ouais. Absolument, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu pourrais mettre comme moteur sur la Ford Galaxy? Elle est muy, hein, Mais moi, je conseillerais. muy grande et Non, lourde aussi, la moi, Ford Galaxy. je conseillerais de garder cette Ford Galaxy, pas forcément de mettre une mécanique moderne, mais de retaper sa mécanique, parce qu'on trouve tous les éléments. Ouais. Pour garder la voiture dans sa configuration. Encore faut-il qu'elle n'ait pas un moteur de 240D, parce qu'il y a beaucoup de voitures américaines que Ouais. tu peux trouver à la casse. La carrosserie est plus ou moins bonne, et à l'intérieur, on trouve le capot, et on trouve quoi? Regarde. On trouve un 240D. Regarde ce Moi aussi, je voulais récupérer justement une belle Mustang Fastback. Ah Tu te oui, rappelles les Fastback? Ça, c'est un crime, il faut pas enlever j'ouvre le moteur. capot, et le gars il me dit, ah c'est 240, bien, là. Je dis, mais attends, on finit le moteur. La Ferrari. Non, mais il faut. C'est un crime, franchement. Regarde. Enlever. Ouais. Regarde à Cuba, hein, regarde Ouais. toutes les voitures américaines, ils ont des moteurs Perkins diesel. Quoi. Ouais. Non, il faut garder cette voiture dans sa configuration. Maintenant, si c'est vrai que aujourd'hui on passe sur de la mécanique moderne quand les voitures ont 70, 80 ou Ouais. un siècle. Quoi. Là, c'est important. Alors, Gilbert Guzzo et le sport tout court. Alors, Est-ce que tu as pratiqué du sport? Non. Le sport. Tu as jamais fait de sport dans ta pas vie? eu le temps. Franchement, c'est vrai. Tu as fait de la bicyclette quand même. La bicyclette. Et tu t'es jamais dit, je vais aller au cercle des Italiens faire du cyclisme, au cercle des Italiens, non, avec Gilbert Salvi, avec avec Mustafa Nejari, pas Mustafa Nejari, je sais pas si c'est au cercle des Italiens, c'est Afendi, Mustafa Afendi qui courait pour. Je crois qu'aussi Nejari, je pense qu'il a couru aussi pour le cercle des Italiens, avec Rahili, avec. Ah oui, mais de toute façon, je me rappelle, j'allais à Bourgogne, si tu veux, au club, comment il s'appelait, le club de l'Idéal, Oui. où était Marcel Cernan, où il y avait Marcel Cernan, Ouais. le club de l'Idéal, puisque Ouais. j'habitais Bourgogne. Ouais, j'allais voir les autres jouer au foot et faire du sport. Ouais. Non, ça n'a pas été... Avant qu'il ne devienne stade d'athlétisme. Ah bon? Ça s'appelle toujours l'Idéal? Non. Non, c'est plus l'idéal, c'est un centre national d'athlétisme, quoi. C'est d'accord. ouais. Mais c'est sur l'ancien terrain de foot de l'idéal. Voilà, non. Il y en a eu des matchs là-bas. Hein. Alors, le sport auto, quand même, oui, bon. En fait, toi, ta passion, c'est de faire vibrer les autres. Oui. Hein? Oui. Ça a toujours été ma passion. Tu sais, tu disais en début d'émission qu'on a été jeune et qu'on regardait un petit peu les courses de voitures à élan, qu'on allait voir un petit peu... Les courses de moto aussi. Les courses de moto. Tu te souviens de Michael Wood qui est devenu une année aussi. Bien sûr. Ouais. Je me rappelle même en course de moto Peter Danowski, qui était un bon, excellent, oui. du Maroc, hein, Ouais. en 50 Il y avait Bertorello aussi. Oui, tu sais,
toute cette époque-là, Ouais. moi je regardais les courses automobiles et motos, hein, je me rappelle il y avait même des courses de mobylettes à l'époque au Roche-Noir, dans des circuits improvisés. Hein. Oui, oui. Donc tout ce qui était sport automobile ou moto, surtout automobile, ça a été ma passion. Ma passion, pas de conduire, mais de préparer les De voitures. préparer, Ouais, et en fait, de quand la préparer. voiture elle passe la ligne en vainqueur, Bah, c'est aussi heureux que le Mais pilote. bien sûr, même plus parfois. Ouais. Quelle satisfaction de dire, bon ben, le pilote, je lui ai donné du bonheur et moi j'en ai pris énormément. Alors, qui est le premier qui vient te demander tes services? Qui est le premier? Le premier pilote qui vient, qui dit Gilbert, j'ai un petit problème dans ma voiture, voilà, je voudrais. Il n'y a pas eu en réalité de premier, puisque moi, quand j'ai décidé, bien avant la Formule nationale, quand j'ai décidé de faire la Formule nationale, c'était pas personnel pour une personne, c'était justement, on avait préparé 27 voitures à l'époque, hein. C'était pour relancer un peu le sport automobile. Alors, la première Formule nationale, c'était les R5, ce qu'on appelait la... Oui, la R5, mais à l'époque, j'y étais pas. Hein. Ah. C'était certains pilotes qui avaient acheté des voitures chacun et qui faisaient la Coupe Ouais, R5 ouais. à l'époque. Mais il y avait Et c'était une Formule nationale. Il y avait les Cantarell, il y avait Oui, il y Mathilde avait- aussi. Il y avait ma belle-sœur aussi, Ouais. Radisson et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, non, il y a eu pas mal de gens. Là-dessus, après la R5, ça a été la 127 à Barthes Oui. aussi. C'était pas mal. Ouais. Et on s'est aperçu que ces formules attiraient beaucoup de gens et beaucoup de monde. Pourquoi? Parce Alors, qu'il y a de la pourquoi bagarre. Pourquoi? Il y a de la bagarre. Parce que ils ont la même monture. Ils ont la même monture. Et c'est sympathique. Parce que tu vois... Il y a des ni bagarres- riche ni pauvre là. Non, tu vois une bagarre. Alors que dans d'autres catégories, si tu veux, bon, ça dépend des moyens financiers, bah, tu peux être devant C'est parce comme que... lorsqu'on allait chez Almera se louer une Porsche. Eh ben oui. Alors, Toi, il y à avait, Almera, tu louais une Porsche tu préparée. faisais un carton. Et toi, tu avais une Porsche préparée par le mécano du coin. Ben, Du Marif ou de Bourgogne, mais tu ça peux pouvait pas marcher la comme... meilleure volonté du monde et le meilleur pilote du monde ne peut rien faire, quoi, Ouais, je veux dire. ouais. Et donc, cette formule, si tu veux, je me suis aperçu, grâce à la R5 et 127 à Barthes, je me suis aperçu que c'était intéressant d'avoir une formule monotype monomarque. D'où le lancement, bien sûr, de Fiat, quoi. Fiat Palio. Alors Lino, j'aime ton café, c'est Mustapha de Salé. En fait, si Mustapha de Salé il aime mon café, c'est surtout parce que Gilbert est avec moi ce matin. Hein. Oh. Alors on revient justement à cette formule nationale. Donc qu'est-ce qui fait que le sport automobile n'arrive pas à décoller au Maroc? Il y a d'abord l'absence de circuit, ça c'est sûr. L'absence de circuit, Lino, on a toujours eu d'absence de circuit. Ouais. Regarde les premières Mais les courses. autorités sont moins, elles t'accordent de moins en moins des circuits en ville. C'est vrai, parce que bon, les autorités veulent accorder des circuits en dehors des villes. D'abord parce que bien sûr maintenant les circuits en ville avec tous les dodanes et tout ce qui s'ensuit c'est difficile. Deuxièmement, on évite d'avoir des problèmes au centre-ville pour la circulation, pour les accidents éventuels. Et c'est vrai qu'ils sont un peu réticents. Mais ça a toujours existé. Regarde, on a toujours couru. Et Dieu sait, absolument. il y avait à l'époque des racers. Ouais. Et ça roulait vite, hein. Oui. À l'époque, il y avait des plateaux fabuleux. Aujourd'hui, bon, il y a, à part les problèmes de fédération auxquels je ne veux vraiment pas me mêler, j'ai jamais voulu me mêler de leurs problèmes, où il y a des guerres de clans, de clubs. Qui ont toujours existé. Oui, mais là, Il y avait même certaines animosités entre les différentes écuries, Gazelle, APCC. Oui, mais ça, c'est de bonne guerre. Oui. Parce que tu as les pilotes de Gazelle. Mais finalement, ensuite, quand il fallait ramer, tout le monde ramait dans la même direction. Pour le week-end Pour sur le un sport circuit, auto. que tu Oui. le veuilles ou non. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'intérêts peut-être éventuels entre certaines personnes et certains clubs, ce qui fait que c'est que bon, les présidents qui veulent se présenter, il y en a de moins en moins parce que bon, ils veulent éviter les problèmes, les histoires, et malheureusement, qui en pâtit, c'est les pilotes. Ouais. Personne d'autre.
que les pilotes. D'où nous la formule, donc on a fait en Fiat Palio avec 27 voitures, ça a été un succès. Ensuite on a fait la Rio Cup pendant 3 ans, et là on a fait la Clio RS Cup. Heureusement que nous avons des partenaires extraordinaires qui nous suivent, malgré les difficultés qu'il y a eu l'année dernière avec le manque de respect de calendrier, mais nous avons réussi à faire 7 courses quand même. En 2011, 7 courses, et cette année... Combien au Maroc, et vous en avez fait en Espagne aussi? Oui, heureusement qu'on a complété en Espagne aussi, sinon on n'aurait jamais pu finir notre championnat, puisqu'il n'y a pas eu de course. Il n'y a eu que 2 courses organisées dans toute l'année 2012. C'est incroyable, les gens ont investi dans des voitures pour pouvoir profiter. Donc, nous avons été à Marrakech, là, au WTCC, première course de support marocaine. Et on a eu les félicitations d'ailleurs des membres de la FIA qui ont trouvé que notre formule était propre, les pilotes disciplinés, il n'y a eu aucun problème, ni d'accident, ni quoi que ce soit. Et cela fait plaisir. Cela fait plaisir, et je te l'annonce, la semaine dernière, M. Harma me téléphone en me disant que Monsieur Marcelo Lotti, patron du WTCC mondial, nous a invités, nous team marocain, gratuitement, ni droit de plateau, ni engagement, à représenter le Maroc dans une course de support à l'international. Et il nous a proposé, si nous voulions, aller à Moscou, le 8 et 9 juin. Ça fait plaisir parce que qu'on s'intéresse. Quitte à aller chez un banquier et demander un prêt, il faut y aller là. Non, qu'on s'intéresse. Tu ne vas pas raconter encore l'affaire de ton banquier qui t'a prêté 80 000 dirhams. Oh oui, l'affaire de mon banquier, j'ai jamais été. Alors Moscou. Et donc on nous a proposé Moscou. Pourquoi Moscou? Parce que bon, ça a un impact important. Ouais. En plus, c'est la première fois qu'il y a une course WTCC en URSS, en Russie. En Russie. Ça a changé. Oui, c'est vrai. En Russie, et donc on est conviés à venir. Ça fait plaisir. Bon, c'est vrai que maintenant, la logistique veut que c'est quand même pas facile. Il faut amener les voitures. Est-ce que vous allez y aller? Je vais te parler franchement, ça me paraît très difficile. Point de vue transport, parce que nous, il faut qu'on emmène les voitures. Ouais. On va pas louer de voiture sur place. Ouais. Alors je leur ai demandé, puisqu'il y a une manche du WTCC au Portugal, mais malheureusement, tous les plateaux portugais sont pris. C'est-à-dire qu'ils font passer, bien entendu, en priorité les teams portugais. Eh oui. Et comme en Russie, le sport auto, encore, c'est pas très très développé. Non, mais ils nous ont proposé l'URSS, Sonoma aux États-Unis ou le Brésil. Hein. Ouais. Mais la démarche pour nous est importante que le WTCC s'intéresse à un team marocain, à représenter un petit peu le team marocain à l'étranger comme team, avec 18 pilotes. C'est une formule, voilà, c'est carrément toute la formule nationale marocaine qui est invité et gratuitement par le WTCC. Ça fait plaisir. Extraordinaire. Maintenant, techniquement, on a regardé le point de vue transport. Ouais. On a eu un transporteur allemand qui voulait venir chercher les voitures à Casablanca et les amener. Ça fait combien de plateaux? Moscou. Combien de plateaux de camions là? 3 camions. Il faut 3 camions. Ouais, 3 camions. Et un camion venir. Il n'y a pas des porte-voitures ici? Oui, mais des remorques porte-voitures. Tu es obligé de prendre une boîte étrangère qui viennent chercher les voitures au Maroc et de les amener jusqu'à Moscou. Il met 5 jours. Oui, mais il met 5 jours. 5 jours pour y aller. Donc Espagne, sud de la France, Italie, Slovénie, tout ça, et puis jusqu'à Moscou. Hongrie, tout ça. Voilà. Ouais, c'est loin, hein. Ukraine. Voilà. C'est loin. Le problème, c'est qu'il faut préparer les voitures bien à l'avance parce qu'il faut qu'ils partent 10 à 12 jours avant. Ouais. Mais c'est le coût. On a été refroidi par le coût par voiture parce que c'est vrai qu'ils nous offrent à nous de transporter les voitures, ce qui est logique. Donc on est en train de voir. Mais vous pouvez pas rajouter quelques stickers par exemple?
Les stickers de l'Office national marocain du tourisme, par exemple. Bah écoute, il faudrait peut-être qu'on les démarche aussi, mais là on est en train de regarder la C'est possibilité. l'image du Maroc, quand même. Mais de toute façon, si on fait pas Moscou, on fera un autre pays. C'est quand même l'image du Maroc. On fera peut-être le Brésil. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est facile, le Brésil, vous mettez sur le bateau la voiture. Les Oui, voitures. c'est peut-être plus facile. Peut-être plus facile, Ouais. peut-être. Ouais. Mais il faut s'y prendre à l'avance aussi. Hein. En Alors- tous les cas, voilà. Alors, cette formule nationale, bon, qui vivote, je dirais, hein. Non, Parce que par manque Non, la d'infrastructures, par manque d'organisation de circuits, par... oui, mais on essaye. Qu'en est-il justement d'un circuit permanent? Alors là, je ne sais pas. Ouais. À chaque fois qu'on pose la question, on n'a pas de vraie réponse. Ouais. Et Dieu sait si je la pose souvent. Ouais. Moi, Est-ce qu'il y a des possibilités d'organiser des circuits, par exemple, à l'extérieur des villes, dans les zones industrielles, par exemple, le dimanche, par exemple, le samedi, dimanche, bon, il ne peut pas y avoir grand monde. Oui, mais Lino, voilà encore un autre problème. On Ouais. a facilement des endroits pour... Mais tu me dirais que les chaussées défoncées avec les dodanes et tout ça, non, c'est pas... non, mais de toutes les manières, on a la possibilité dans des zones... Quand il se va, par exemple, la zone industrielle, bon, il y a peut-être des grands boulevards et tout, mais attention... Mais il faut un nouveau complexe, une nouvelle zone industrielle, aller avec les voitures. Mais là, tu tombes sur un autre problème. Le problème, les trottoirs sont assez hauts. Et le plus gros problème, c'est le public, les médias, les sponsors. Il vient pas dans une zone Mais industrielle. non, si tu vas dans une zone industrielle, ça les intéresse pas. Qu'est-ce que veut un partenaire? C'est une visibilité quand il sponsorise. Le circuit de la Corniche, c'était extraordinaire. Magnifique, Ouais. magnifique. Mm. Alors, nous avons fait, comme tu le Alors sais... aujourd'hui, impossible de l'avoir, le circuit de la Corniche. Ah non, c'est Avec fini. les nouveaux centres commerciaux et Mais tout ça, c'est terminé, c'est terminé ça. Ouais. Alors comment qu'ils font à Monte-Carlo? Monte-Carlo, il se prépare 3 mois à l'avance. Monte-Carlo aussi, parce que tu as quand même des boutiques, tu as des magasins, tu as des restaurants comme le fameux La Rascasse et tout ça. Ça fait partie de... Pendant une semaine, sont perturbés quand même. Oui, mais ça fait partie d'une volonté et d'un souci. Et n'oublie pas que le Monaco, c'est tout le reste qui gravite autour qui est important. Ouais. Monaco existera toujours. Il y a les moyens financiers aussi. Hein. ouais, Les bien moyens sûr. financiers sont énormes. Comme je te l'ai dit, l'autre jour, nous avons organisé, au mois de janvier, un trophée sur l'esplanade de MGP. Alors cette année, on essaye de refaire une seconde. Ça sera normalement au mois de mai, fin mai, où on va faire quelque chose similaire. On va faire un autre circuit à MGP. On n'a pas d'autre solution. Et médiatiser ça, bien sûr. Alors les jeunes, est-ce qu'ils arrivent au sport automobile? Oui. Oui. Il y a beaucoup de jeunes. Il faut voir tous les mails que nous recevons. Nous recevons plein de mails. Nous recevons plein de jeunes. L'histoire des baptêmes de piste que nous avions fait le 19 janvier à Marrakech. On a fait 84 baptêmes de piste. Ça a plu énormément. Et c'est ce que je veux. Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes dans ce sport. Parce que je t'ai dit, c'est pas possible pour un jeune, je suis passé par là, d'avoir la possibilité d'avoir une voiture. Le jour où tu as une voiture, tu n'as pas envie de l'abîmer, tu la gardes. Ouais. Donc je vais donner la possibilité parce que je pense qu'on va pouvoir trouver un jeune qui va pouvoir... Mais il faut le prendre jeune. Ce qu'on appelait à l'époque les volants Renault, c'est-à-dire Oui, des gens qui n'avaient pas les moyens, donc... les volants Renault, les volants Elf, les volants... Il y a plusieurs formules en France pour justement dénicher le ou les bons pilotes. Ouais. Et il faut les prendre tout jeunes, sortis du kart. J'étais au WTCC, Lino. Si tu vois les jeunes en auto-GP, c'est des voitures de 560 chevaux. Ouais. 16 ans, c'est des gosses. Ouais. Ils n'ont peur de rien. Ouais. Il y avait un Russe justement, il y Oui. avait un jeune Hollandais aussi. Il y avait un Italien un jeune aussi. Italien aussi, ouais. C'est incroyable. Ils étaient en face de nos paddocks, donc je les voyais. Mais c'est des gamins. Des gamins. Mais c'est à partir de là qu'il faut démarrer. Alors à 16-17 ans, tu dis, ils ont déjà l'expertise? Ils ont déjà 3 ans d'expérience là, 16 ans, 17 ans.
ils sont dans c'est des Formule 1. Bien sûr, c'est des bolides de folie. Mais C'est si tu l'accélération. Si tu les vois passer, c'est de la folie. Et face à un aléa, est-ce qu'ils auraient les mêmes réactions qu'un pilote chevronné quand même? Mais je crois qu'ils en ont plus. Plus? Ah oui. C'est une question de réflexe alors. Ah oui. Plus tu es jeune, plus oui, tu as oui, des oui. réflexes. Ils ont des réflexes. De toute façon, je discutais avec un patron de team. Il m'a dit un jeune ne réfléchit pas. C'est Il passe ou il... à fond. Ah. C'est tout le temps à fond. Parce que c'est un jeune. Ouais. Arrivé à un certain âge, on réfléchit, il y a une fraction de seconde où tu as réfléchi et Ouais. l'autre t'es passé C'est-à-dire, devant. si tu as un dépassement dangereux, tu le tentes pas. Oui, le mais jeune tu va sais, ils tenter. sont habitués aux jeux Game Boy ou autre chose, aux jeux électroniques et ils savent. C'est vrai. Ouais. Ils savent manipuler. C'est vrai. Et ils manipulent ça comme un jeu vidéo. Hein. Ouais, absolument. Alors, ça s'est bien passé quand même à Marrakech. Oui, donc, très bien. Avec une. Très bien. On a un vendredi de pluie, de folie avec tonnerre, foudre et tout le reste. Mais samedi, dimanche, magnifique. Magnifique. Il nous reste 5 minutes. Les 5 dernières minutes. Tu te rappelles les 5 dernières minutes du commissaire Bourret? Moulin. Commissaire Moulin. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire, et en particulier tu n'as pas dit pendant presque ces 2 heures qu'on a passées ensemble, un message que tu voudrais dire peut-être aux jeunes et leur dire que parfois ça fait du bien de faire de la bicyclette, d'aller au boulot en bicyclette et... Bon, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Si c'est en matière de sport automobile, que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour essayer d'aider les jeunes. Je l'ai déjà dit, je ne cesse de le répéter, parce que j'estime que c'est mon devoir de le faire. Que mon devoir aussi, c'est de continuer au sport automobile, et essayer à ce que ce sport automobile ne soit pas, et je l'ai essayé déjà depuis longtemps, ne soit pas un sport de riches, au contraire, et que nous allons faire de plus en plus de baptêmes de piste, et j'espère fin mai, où nous allons inviter encore beaucoup plus de monde, et ça c'est la contribution de tous mes pilotes, où ils doivent s'ouvrir aux autres et doivent aider les autres. Concernant la Ménara, j'aimerais, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à faire les homologations, d'où tous les constructeurs ont disparu en Europe. Mais mon but, c'est, j'ai eu la chance de faire la première voiture marocaine. Je voudrais, si Dieu me prête santé et vie, l'année prochaine, lancer une petite série de Ménara. Voilà. Ça c'est bien ça. Voilà, j'essaye. C'est une bonne chose. Ben oui, j'espère. Alors écoute, il y a des auditeurs qui nous suivent, et il y en a un qui me dit comment vous trouvez, demande à Gilbert comment il trouve la Clio V6. Ben, la Clio V6 est une voiture qui n'est pas faite pour nous au Maroc, c'est une voiture extraordinaire, mais la Clio V6, d'abord, elle n'existe plus, c'est une ancienne voiture. Aujourd'hui, il n'y a plus de Clio V6. C'est pas une voiture faite pour le Maroc, c'est une voiture faite pour des longs circuits et notamment de l'endurance. Nürburgring. Des longs circuits, pas pour le Maroc. Oui, Le Mans et tout ça. Alors Lino, franchement, le café italien est unique. C'est le Hajj Anwar de Rabat qui dit ça. Et puis il y a Mustapha de Salé qui dit Lino, à 70 ans, on peut aimer votre café. Ben, on va souhaiter quand même un bon week-end à tous. Un bon week-end à tous les auditeurs de Radio Mars, et je sais qu'il y en a beaucoup, puisque beaucoup de gens m'en parlent. Voilà, donc on a passé un agréable moment avec Gilbert. Tu sais que cette nuit, j'ai eu du mal à prendre sommeil parce que, en fait, je pensais à l'émission d'aujourd'hui. Et je me disais, avec Gilbert, il va falloir, je sais pas, une émission de 6 heures ou 4 ou 6 heures. Parce que, est-ce que je vais avoir le temps de lui demander en 2 heures, est-ce qu'on va avoir le temps de parler de tout? On a parlé de tout, je crois. Oui, on a parlé de tout. On a parlé de tout, bon. Voilà. On a parlé même des spaghettis aux boulettes. Ah oui. Qui nous attendent demain d'ailleurs. Demain, comme tous les dimanches. Moi, c'est plus ma mère, c'est ma sœur qui me les fait. Gilbert. En tout cas, merci Lino. Moi, ça a été un grand plaisir aujourd'hui. Un plaisir de t'avoir eu ce matin. Merci à toute l'équipe de Radio Mars. Merci à nos parents qui nous ont fait naître dans ce super pays qu'est le Maroc. Oui.
Alors, dernier choix musical, tu m'as dit, bon, il faut faire plaisir aux jeunes. Oui. Et c'est vrai, avec qui? Ah ben, vous allez le découvrir. Avec Psy. Voilà, qu'on retrouvera à ma voisine d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Dans quelques temps, voilà. Merci Gilbert. Merci Lino. Voilà, c'est un Nino Café extraordinaire avec Gilbert Guzzo. Bon week-end à tous. Gangnam Style.